Latte. Christophe Ondelatte. C'est une histoire de femme que je vais vous raconter. L'histoire de Marie Brunel, ce n'est pas son vrai nom, mais peu importe. Elle a exercé le métier de prostituée rue Saint-Denis à Paris, de ses 25 ans jusqu'à ses 70 ans. Et elle raconte son histoire dans un livre qui paraît chez Céramis, que celle qui n'a jamais fait l'amour pour de l'argent lève le doigt. C'est une histoire bouleversante, mais pas forcément triste, vous verrez. Cette histoire, je l'ai écrite avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Mon père, Ralph, est un prisonnier de guerre allemand. Il passe régulièrement par la fenêtre pour rejoindre ma mère, Francine. Et quand il est libéré et renvoyé en Allemagne, eh bien il part en ignorant la grossesse de maman. Et elle doit trouver une solution pour sauver son honneur, voire sa peau. Avorter ? Dans les années 50, les faiseuses d'anges, comme on disait, sont passibles de prison. Mais au fond, est-ce qu'elle ne veut pas me garder le fruit de son amour? Alors elle tire fort sur les lacets de son corset, et elle s'efforce de cacher son ventre qui s'arrondit, jusqu'au mariage de sa sœur qui coïncide avec son 8e mois de grossesse. Ce jour-là, son corset est trop serré. Elle a du mal à respirer, alors elle fait un malaise, et elle s'écroule. Et quand le médecin arrive, il aperçoit le carcan, et la question tombe dans un silence de plomb. Qui est le père? Qui est le salopard qui a engrossé cette fille? Où est-il? Alors, à bout de nerfs, elle finit par révéler le nom du coupable. Un pourri de boche. Pour avoir une chance de se marier, elle ne peut pas me garder. La honte d'être la mère d'un tel enfant la poursuivrait toute sa vie. Et c'est là qu'intervient mon ange gardien, ma future nounou. Sa fille est morte à 18 ans d'une septicémie foudroyante. La sage-femme la convainc de me garder chez elle, le temps que ma mère décide si elle me reprendra un jour. Et voilà comment je sors de la maternité dans les bras de cette fée. Nounou m'élève dans la douceur, la gentillesse et l'amour. Et son mari, Pépère, est aussi gentil qu'il est grand. J'ai atterri dans une famille saine d'esprit. Et quand je suis en âge de comprendre, Nounou m'explique. Ton papa, il n'a pas pu revenir en France pour se marier avec ta maman. Mais il lui écrit des lettres, hein? Regarde, ici, il y a écrit « Je t'aime ». Et il lui dit qu'il reviendra. Mon père a fondé une famille en Allemagne. Mais il n'a pas caché mon existence à sa femme. Et tous les ans, il m'envoie une carte pour mon anniversaire. Et des cadeaux pour Noël. Et quand j'ai 5 ans, il me fait venir chez lui en Allemagne. J'y vais en train. Et il m'attend. Je t'aime, papa. Le jour de ma communion solennelle, Nounou m'a préparé une belle fête. Et moi, je suis joyeuse. Jusqu'à ce qu'une pseudo-tante me balance devant tout le monde. Tu devrais avoir honte de porter une robe blanche, sale fille de Boche. Et moi, je pleure. Je meurs. J'ai la haine de tout. C'est une blessure indélébile. Je passe mon certificat d'études, puis mon BEPS. Je suis hôtesse d'accueil, puis coiffeuse, puis vendeuse. Et à presque 18 ans, je tombe follement amoureuse de Philippe. Mais quand je dis à Nounou que je veux me marier, elle est contre. Enfin, il boit, ce garçon. C'est pas l'homme qu'il te faut. Il te rendra malheureuse. Mais Philippe est un peu gangster sur les bords. Il me sort de la routine. Le jour de nos fiançailles, nous décidons de nous marier dans les 2 ans à venir. Moi, je suis catholique. Je me dis qu'il faudrait être un peu patient.
Mais lui, il veut me faire l'amour. Si tu m'aimais, tu coucherais. Ça ne se fait pas avant le mariage. Mais, à force de harcèlement, il m'entraîne dans un bois un 1er mai, et sur un tapis de mousse trempée, car il a plu la veille, je me retrouve avec une bête en rut. Mon futur mari est un rustre. La nuit de noces, Philippe est complètement saoul. Il se jette sur moi tel un loup sur sa proie. Je ne peux rien faire d'autre que de me laisser aplatir comme une crêpe fourrée. Je me sens sale, frustré et vide. La seule chose qui m'arrange avec Philippe, c'est qu'il suffit de compter 3 fois jusqu'à 60 pour qu'il émette son grognement avant de retomber comme une masse sur le matelas. 1 mois plus tard, je tombe enceinte et David naît. Et 8 jours plus tard, il est mort. Philippe rentre sous tous les soirs. L'alcool le rend violent, méchant et jaloux. Il me terrifie. Je ne parle plus à personne, j'étouffe. Je suis perdu. J'aurais dû écouter Nounou. Dans les rares moments de calmie, il me parle d'avoir un autre enfant. Je me dis que peut-être il est agressif et violent à cause du décès de notre fils. Alors je cède. Et je retombe enceinte. Et l'espoir revient. Mais il se remet à boire et à sortir beaucoup. C'est à cette période que j'apprends par télégramme le décès de Nounou. Le ciel me tombe sur la tête. Je me retrouve une nouvelle fois seul au monde, abandonné. J'aurais voulu lui demander pardon avant qu'elle s'en aille. Pardon de ne pas l'avoir écoutée. Quand Benjamin pointe le bout de son nez, son père est déjà parti fêter l'événement. J'accouche seul, mais je m'en moque. Et quand il revient le lendemain, je suis touché par sa joie. Il me serre contre lui et il me promet que tout ira mieux. Pour la naissance de Benjamin, mon père vient me rendre visite. Tu crois que je pourrais revoir ta mère ? Pour l'embrasser, juste une fois. Mais ma mère n'en a pas le courage. Je comprends pas. L'amour lui tend les bras, elle le refuse. Elle consent juste à lui proposer de passer en voiture devant chez elle, elle sera à la fenêtre, et elle lui fera un petit signe. Et quand j'amène mon père, elle est là, à la fenêtre, comme promis. Et je vois dans les yeux de ces deux êtres un amour déchirant de douleur et d'impuissance. Merci, papa. Grâce à toi, je sais que l'amour existe. Après l'accouchement, j'ai retrouvé du travail, secrétaire dans une imprimerie. Et je crois que le patron a le béguin pour moi. Il me redonne confiance, du moins en mes charmes. Je découvre mon pouvoir sur la jante masculine. J'en joue, hein. Désormais, je devine mon reflet dans le regard des hommes que je croise. Je sens leur désir se faufiler entre mes cuisses. Je suis désiré par des inconnus. Et j'en tremble de plaisir. Philippe me parle d'un second enfant. Un dimanche, au cœur de l'hiver, il est sorti, je ne sais où, et je ressens de grosses douleurs dans le bas-ventre. Et je prie pour que Philippe arrive, à jeun, de préférence. Et les heures passent, et il ne rentre toujours pas. Et donc je dois me rendre à l'hôpital par mes propres moyens. Et voilà comment mon Julien arrive, comme une lettre à la poste. Ce matin, je me lève angoissé. Dans la cuisine, Philippe est déjà complètement ivre. Il titube. Et Julien se met à pleurer dans son lit. Et là, Philippe l'empoigne. « Ta mère, c'est une salope. Et c'est une garce. Et elle n'aime pas ton papa. » Et là, il s'avance vers le balcon,
et il met le petit à bout de bras au-dessus du vide. « Mets-toi à genoux, salope! Embrasse mes pieds et jure-moi sur la tête de notre fils que tu m'aimes. Sinon je le lâche. » Terrorisé, effaré, ivre de rage, je me soumets. « Je t'aime, Philippe. Je t'aime. » Et ben voilà. Tu vois que c'est pas difficile de dire « je t'aime » à son mari. Mais qu'est-ce que je viens de vivre? Je vais me réveiller, c'est pas possible. Demain, je partirai. Définitivement. J'irai chez ma mère avec mes fils. Rien ne me fera changer d'avis. Ma mère n'a pas l'air surprise quand elle me voit débarquer chez elle. Et avec mes 2 enfants, j'entame une nouvelle vie. Sauf que je dois rembourser les dettes et les emprunts, plus de 250 000 francs. Et Philippe me laisse assumer toutes nos dettes. Après quelques semaines passées à cumuler les petits boulots, j'y arrive plus. La misère arrive à grands pas. Et c'est là que je pense à Catherine, la sœur de Philippe. Elle est prostituée à Paris. Et après tout, si elle réussit, pourquoi pas moi? Je suis jolie, je suis bien faite. Il me suffira de serrer les dents. Ça ne peut pas être pire qu'avec Philippe. Hormis le fait que je gagnerai du fric. Ma nounou là-haut ne va pas être contente. Mais fini les sentiments, fini les compromis. Je deviens une machine de guerre. Je ne compterai plus jamais sur personne à part ma mère. Maman, assieds-toi et écoute-moi. Voilà. Je veux monter à Paris. À Paris. Et pourquoi faire? Pour me prostituer. Je vois ses mains tremblantes se lever vers le ciel. Elle me prend dans ses bras. Et je me laisse faire. Et elle me fait du bien. Tu vas t'occuper de mes fils, hein? Le temps que je revienne avec de l'argent. Nounou, je te demande pardon. À Paris, je passe ma première nuit à traîner à la gare Saint-Lazare. Et quand le jour se lève, j'achète un journal et je tombe sur une annonce. Bar américain recherche hôtesse, se présenter à partir de 17h. J'y vais et je pousse la porte. Derrière le bar, il y a une femme. « Bonjour. Est-ce que la place d'hôtesse est toujours vacante ?» Elle me toise de la tête aux pieds. Elle évalue la petite gourde de province. « Je vous donne 20 francs du bouchon. Le bouchon, c'est la bouteille de champagne. Hein, vous toucherez 20 francs à chaque fois que vous pousserez le client à en commander une. Vous serez payé à la fermeture, vers 4h du matin. Pour le reste, les filles vont vous expliquer. Alors revenez ce soir, hein, à 7h. Et tâchez de vous trouver autre chose que cet accoutrement de bonne sœur. Ayez l'air un peu plus sexy. » Il est trop tard pour reculer maintenant. Mais qu'est-ce qui m'attend réellement dans ce bar? Le soir, l'une des filles me demande de m'asseoir et elle m'explique. « Écoute ma petite chérie, c'est très simple. Quand le type entre avec toi dans la chambre, tu lui demandes l'argent et tu le rentres bien au chaud. Après, tu lui laves le sexe et puis tu le fais asseoir sur le lit et tu le suces. Ensuite, tu t'allonges après avoir seulement relevé ta jupe, hein, et baissé ta culotte. Tu le laisses faire. Interdiction d'embrasser le client sur la bouche, hein, et pour la sodomie, c'est pareil. Tu vends ta chatte, tu vends ton cul. Et voilà, c'est tout. Ça doit être rapide, hein, le plus rapide possible. Mais qu'est-ce que je fous là? Mes enfants, je vous aime tellement. Je reviendrai vite. Maman sera toujours là pour vous. Je vous protégerai. Mon premier client ressemble à un bon paysan. Gros, chauve et tout rouge. C'est combien pour la poste? 100 francs. Mais c'est juste l'amour, hein. Si tu veux autre chose, c'est plus cher. Il commence à se déshabiller. Et là, une peur panique s'empare de moi. L'idée que ce gros lard puisse me toucher me paralyse. Alors je me jette sur la porte et je me sauve en le plantant nu au milieu de la pièce. J'ai fait la connaissance de Georges.
Un bel homme, grand, brun, très viril, un garçon comme on dit dans le milieu. Il me fait rencontrer la patronne d'un bar de nuit à Pigalle. 600 francs la passe, 1000 francs pour un 69 ou une levrette, et 1500 francs pour y passer 1 heure. Mon premier client n'est pas mal du tout. Il est gentil et doux, et je sens mon corps se détendre, et mon sexe se relâcher un peu et s'humidifier. Il a fallu que je devienne une pute pour découvrir un zeste de douceur sexuelle. Oui, merci. Je te promets de revenir te voir bientôt. Et moi, je tripote mon sac pour m'assurer que mon argent est bien au chaud. Je n'ose pas croire la facilité avec laquelle je l'ai obtenu. Je vais pouvoir enfin me sortir de mes problèmes. C'est décidé. Je quitte le bar pour la rue. Ça paie moins, hein, entre 100 et 150 francs la passe. Mais pas besoin de tchatcher pendant des heures avec le client pour le décider. Il s'approche, il demande le prix, il monte, il tire son coup et puis s'en va. Ça prend une quinzaine de minutes maximum. Je demande à Georges de me trouver un emplacement fixe. 3 jours plus tard, il me donne rendez-vous rue Saint-Martin. Et il me présente à la taulière. Une grosse mégère laide et vulgaire qui trône devant un vasistas. Son rôle est de me donner la serviette et d'encaisser le pourboire. Jamais moins de 10 francs. Plus tu lui fais gagner de gros pourboires, mieux elle choisira ta chambre, d'accord? Mais quand je rentre dans la chambre, j'ai un haut le cœur. Une paillasse avec un drap déchiré, une moquette qui grouille de puces et d'acariens. Georges, je veux pas travailler dans ces conditions. Trouve-moi un autre endroit. Quelques jours plus tard, je travaille de nuit rue Saint-Denis. Et l'hôtel est clean. Mais je déchante rapidement. Faire le tapin en pleine rue, c'est des gens qui me regardent. Et ça m'oppresse. Je voudrais aller me cacher, mais je m'adapte. Je gagne ma vie comme une grande. Je suis maîtresse de ma propre vie. Je retrouve enfin mes enfants après 3 mois d'absence. Bonjour mes amours, maman est là. Benjamin court vers moi, les bras tendus, suivi de Julien. Où t'étais, maman? Pourquoi t'es parti sans nous? Tu nous manques. Je sais, mon chéri. Mais maman doit travailler à Paris. Je vends du tissu dans un quartier qui s'appelle le Marais. Mais je te promets, bientôt je serai avec vous. Un peu de patience, mon ange. Et je laisse la vérité derrière moi, le temps d'un week-end. Ça fait 6 mois que je travaille rue Saint-Denis. Et Georges a eu la délicatesse de me trouver un studio meublé dans le 18e. Un soir, il me rend visite. Et il insiste pour se serrer contre moi. Et il m'embrasse à pleine bouche, quasiment de force. Et après, il enfile un préservatif pour me baiser. Et quand il se rhabille, tu peux me prêter 5000 francs? Et 15 jours plus tard, il revient à nouveau me réclamer du fric. Mais la fois d'après, je refuse de lui donner quoi que ce soit. Hé Georges, si tu veux des sous, t'as qu'à aller te faire mettre au bois de Boulogne? Et là, il me balance une droite bien placée et puis un coup de savate dans les côtes. Et là, je sens son flingue sur ma tempe. Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je m'occupe de toi pour tes beaux yeux? Maintenant, faut payer, ma chérie. Tu dois rembourser ce que j'ai investi pour toi. Dorénavant, c'est 5000 balles par semaine. Et t'as pas intérêt à faire la maligne, hein? Tu peux même pas imaginer ce qui t'arriverait. Eh bien, ma fille, te voilà dans de beaux draps. Un proxénète. Il faut que je trouve une solution pour me sortir de là. Il est hors de question que je donne mon argent à un maquereau. Alors je laisse à Georges une lettre sur la table. Georges, il est inutile que tu me cherches. Je ne ferai jamais ce boulot pour un homme. J'ai des enfants que je dois élever et ce n'est que pour eux que j'ai accepté de me vendre.
J'ai prévenu mon avocat de la situation. Nous sommes convenus que sans nouvelles de ma part tous les 8 jours, il transmettrait à la police la liste que je lui ai fournie des noms de tes amis et des endroits que tu fréquentes. Si tu veux être tranquille, alors laisse tomber. J'ai parfois l'impression que les hommes sont dingues. Il y en a un, je l'ai surnommé Hamburger. Il arrive avec son repas dans son sac, il ouvre son sandwich en 2, il le remplit d'abord de cendres de cigarettes, et ensuite, il me demande de cracher dedans, et de frotter le dessous de ma chaussure sur une partie du pain, et d'uriner sur l'autre moitié. La vinaigrette est prête. Et là, il s'assoit, et avec un air enjoué, il mord dans ce délicieux sandwich, en me regardant droit dans les yeux d'un air pervers. Et le plus dingue, c'est qu'il a l'air très heureux. Il en pleure de joie même. Ça me rend triste, toute cette misère humaine. J'ai décidé de continuer jusqu'à mes 30 ans, et après d'arrêter. J'ai acheté une maison en Bretagne, pour 180 000 francs. Une petite maison dans la prairie avec ses pommiers, ses cerisiers, ses pruniers à tire-larigot, tout ce dont je rêve. Un vrai coup de cœur. Pour le compromis, je dois verser aussitôt la somme de 30 000 francs en chèque. Si vous pouviez déposer le chèque à la banque, disons, dans 15 jours. Vous me dites, madame, que vous disposerez de cette somme dans 15 jours? Oui. Oui, maître, vous pouvez me faire confiance. Avec un peu de bonne volonté, je suis capable de faire des journées à 6 000 francs, en travaillant 12 à 13 heures par jour, 7 jours sur 7. Et à la date prévue, j'ai rassemblé la somme nécessaire. Et maintenant, j'ai 3 mois pour réunir le reste. 150 000 francs. Et 3 mois plus tard, à 20 clients par jour, la somme est dans la boîte. Me voilà propriétaire. Je me méfie de l'hygiène de certains clients. La couleur de leur slip en dit long. Et même si je passe leur zizi à la savonnette, je prends des précautions pour éviter le contact direct. Il m'est même arrivé une fois d'en rembourser un et de lui demander de se rhabiller et de partir. Mais la nausée m'est venue à la gorge à la seule vue de son slip kangourou. Benjamin va bientôt atteindre sa majorité. Et mon unique crainte, c'est qu'il arrive quelque chose. Que deviendraient mes fils? Alors bien entendu, j'ai souscrit des assurances-vie, j'ai même fait le nécessaire pour mon enterrement. Mais bon, j'ai 42 ans, je suis encore jeune et belle. Je travaille, j'en profite pour gagner de l'argent pour mes fils et économiser pour mes vieux jours. Tout est pour le mieux. Enfin presque. Je dois dire la vérité à mes fils. Je dois trouver les mots pour m'expliquer. Mais je ne veux pas qu'ils voient en moi le cliché de la prostituée que les médias ont la manie de diffuser. Benjamin a maintenant 19 ans et Julien 15. Ont-ils déjà des doutes sur ce que je fais pour gagner ma vie? Un jour, Benjamin me regarde droit dans les yeux. « Maman, j'aimerais que tu m'expliques en quoi consiste ton travail. Je préférerais que tu me le dises plutôt que de l'apprendre par quelqu'un d'autre. Je te laisse le temps de réfléchir pendant que je vais aux toilettes. » Quand mon fils réapparaît, je ne souhaite qu'une chose, que la terre m'engloutisse. « Alors, maman, je suppose, Benjamin, que si tu me poses des questions, c'est parce que tu as déjà une vague idée. Peut-être bien, maman. » Mes larmes coulent toutes seules, et je lui dis tout simplement « Tu veux savoir? Eh bien, ta maman se prostitue. Voilà. Tu connais la vérité maintenant. Ça va changer quoi? Hein? Rien. Je voulais simplement que tu me le dises. Je me prostitue depuis 15 ans, et je ne peux pas me justifier de ça. J'ai fait ça pour notre bien-être à tous les trois. Je le regrette pas, hein. Je serais prêt à recommencer quand je vois le résultat.
Je veux, Benjamin, que tu comprennes bien que je ne suis pas malheureuse. Ah, mais j'ai pas à te juger, maman. Je m'en doutais. Depuis longtemps. Et je suis fier de toi. Et peu importe le travail que tu exerces. Je voulais que ce soit toi qui me le dises. Je t'aime, maman. Et je t'aimerai toujours. Nous nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Et je ressens un soulagement intense. J'ai 65 ans. Et je travaille encore, hein. Mais moins. Parce que côté forme physique, je me traîne de plus en plus. Mais faire entre 5 et 6 passes par jour, ça n'est pas la mer à boire. Certains clients me disent que je suis encore très belle. Je gagne encore beaucoup d'argent, même si les impôts m'en piquent une bonne partie. Résiste, Marie. Résiste. Et Julien et Benjamin ne cessent de me répéter. T'arrêtes quand, maman? Si seulement je pouvais trouver l'amour. Je veux qu'on m'aime juste une toute petite fois. Mais où se cache-t-il, bon sang? Dans 6 mois, je fêterai mes 69 printemps. Et je fais, comme m'a dit mon ami Laure l'autre jour au téléphone, une sorte de burn-out du cul. Mon corps me barre la route. Il ne m'obéit plus. Il a signé mon arrêt de travail. Sans les signaux de mon corps, je serais morte. Il fait nuit. Je suis dans ma maison bretonne. Ma nounou est partout. Je la sens. Et je me souviens pour toujours de ces mots. Tu sais, Nénette, quand je partirai, je serai quand même près de toi. Regarde bien le ciel. Tu choisis une étoile et tu te dis que c'est moi, ta nounou, et que cette étoile brillera toujours pour toi. J'ai tiré cette histoire du livre de Marie Brunel, Que celle qui n'a jamais fait l'amour pour de l'argent lève le doigt, aux éditions Céramis. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Cette belle histoire est tirée de votre livre, Marie Brunel. Je sais que c'est pas votre nom, donc c'est compliqué de vous appeler Marie directement. Votre livre qui s'appelle Que celle qui n'a jamais fait l'amour pour de l'argent lève le doigt. Il paraît aux éditions Céramis. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes fait du bien en publiant ce livre. Tout à fait. Pour moi, ça a été une thérapie. J'ai exorcisé beaucoup de choses en écrivant ce livre. Il y avait aussi l'idée peut-être de démystifier aussi l'image qu'on a de la prostituée. Tout à fait. Également, tout à fait. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, ce métier, je l'exerçais déjà par respect de moi-même, respect de la personne qui venait me voir. J'ai toujours dit qu'on était des infirmières du sexe et de la tête. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec ce métier, je ne regrette pas. De l'avoir fait? Non, ça sera à refaire, je recommencerai. Alors évidemment, Marie, dans cette histoire, ce qui est très étrange, c'est que par rapport à l'idée qu'on se fait de la prostitution rue Saint-Denis, qui est un endroit qui nous paraît absolument sordide, vous ne racontez pas quelque chose de triste, ni de malheureux. Non, c'est pas triste ni malheureux, non. J'ai eu des moments superbes. J'ai rencontré des personnes, des clients, des hommes charmants, des hommes qui aimaient leurs femmes, mais qui avaient besoin d'autre chose, qui avaient besoin de ce que leur femme leur donnait pas. Ils se sentaient pas culpabilisés en venant nous voir, parce qu'ils achetaient quelque chose. C'est pas comme une maîtresse. Voilà, une maîtresse, ils voulaient pas prendre de maîtresse parce que justement, ils voulaient pas briser leur ménage, parce que leur femme, ils les aimaient. Avec nous, il y avait pas de problème. Donc vous dites que vous avez été heureuse, et c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la bouche de prostituées, et qu'on a toujours du mal à croire. Elles disent ça pour sauver en quelque sorte leur amour propre. Bah, non, je pense pas. Bon, malheureusement, il y a des femmes prostituées qui sont pas heureuses, qui disent qu'elles sont heureuses parce qu'elles veulent pas, elles ont peur de la personne qui les oblige à faire ça. Bon, moi, ce que je condamne, c'est le proxénète, c'est pas la prostituée. Mais
Moi, j'ai eu des amies prostituées qui étaient heureuses de faire... Enfin, heureuses, entre guillemets. Qui n'était pas en trouvaient quand même... souffrance. Bon, voilà, tout à fait. Qui vivaient leur vie. C'était des femmes comme tout le monde, qui avaient des enfants, qui avaient même un ami avec qui tout se passait bien. Donc, j'ai souvent entendu dire qu'on n'était pas des femmes normales. Si, on est des femmes normales. On a un cœur, on a une âme, on pense, on sait tout faire, comme une femme ordinaire. Hein. Donc si vous avez été à peu près heureuse, alors Nounou aurait été fière de vous. Oui, de toute façon, ma nounou n'aurait jamais été... Elle aurait toujours été fière de moi. Elle vous aurait soutenu quoi qu'il Elle arrive. m'adorait, et Hmm. comme moi je l'adorais, donc elle aurait su pourquoi j'avais fait ça. Moi j'ai fait ça, c'est pour mes enfants, pour leur donner une éducation, pour qu'ils aient quelque chose pour partir dans leur vie. Surtout, c'est surtout ça que je voulais. Faire de mes fils des hommes bien. Et c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Ils ont des beaux métiers. Ils font des beaux métiers. J'ai mon fils aîné qui est ingénieur et mon deuxième fils qui est prof. Ouais, pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors, ce qui est assez stupéfiant dans votre histoire, c'est moi, je pouvais pas imaginer qu'une prostituée de la rue Saint-Denis pouvait gagner autant d'argent. Ah si, une époque, si on en gagnait beaucoup. Hein. On a gagné pas mal, quand on voulait travailler correctement, mais on gagnait bien notre vie. Hein. Parce que vous payez quand même votre maison cash. Parce que je dis, vous dites c'est dans la boîte, mais en vérité, c'est des bifetons rangés dans une boîte à chaussures que vous allez porter chez le notaire. Oui, tout à fait, oui. Qui a été assez surpris d'ailleurs, Oui, parce qu'il pensait pas que j'allais le faire. La tête du notaire. Oui, oui. Et je me souviens, il avait comme clerc de notaire, c'était un petit nain, mais enfin bon. Mhm. Et quand je suis allée pour signer, j'ai même amené une bouteille de champagne parce que je me doutais que le temps qui compte les billets, on allait passer un moment. Je savais pas non plus qu'une prostituée pouvait jouir. Vous le racontez à plusieurs reprises. Ça. Tout à fait. La prostituée qui dit qu'elle n'a jamais pris son plaisir une fois avec un client, c'est pas vrai. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein, et quand je sentais que ça allait m'arriver, je crachais pas dessus. Hein, je disais pas non. Hein. Mhm. Je laissais tout le temps au monsieur de me faire du bien. Mais y a-t-il d'autres hommes qui vous ont fait jouir ou seulement vos clients finalement? En fait, il y a que mes clients qui m'ont fait jouir. Pas Philippe, c'est sûr. Ah, ça, c'est certain. Ouais. C'est certain, oui. Non, mais je sais pas. Moi, je sais que quelquefois, j'ai des clients qui venaient me voir et qui me disaient, oui, mais ma femme, elle aime pas. Ma femme, si. Ma femme, ça. Et souvent, je leur posais la question. Je dis, est-ce que tu fais l'amour à ta femme comme tu me fais l'amour à moi? Quand ils me répondaient oui, je dis, sois pas étonné. Sois pas étonné. Il faut apprendre à faire l'amour à sa femme. Hein. C'est pas un champ de labour, une femme. Ça... Voilà, il y a des choses à faire avant. Alors, ce que j'ai compris, vous allez me dire si c'est vrai, c'est que, hormis Georges, au tout début de l'histoire, vous n'avez jamais eu de Mac. Jamais. Jamais. Bah, c'est incroyable, ça. Rue Saint-Denis. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Dans ce métier de la prostitution, il y a toujours, on appelait ça radio tam-tam, hein, Ouais. chez nous. Hein. On appelait ça radio tam-tam. C'est-à-dire, on savait les endroits où il fallait qu'on rentre pour boire un café, et les endroits où il fallait pas aller. Parce qu'il y avait des endroits où il y avait justement tous ces mecs qui étaient là. Qui attendait. Voilà. Et les autres endroits, et quand ils avaient la possibilité de mettre la main sur une fille, mais moi, je sais pas, encore une fois, c'est peut-être protégé par ma nounou. Ou par votre caractère. Oui, peut-être aussi. Oui, parce que Quand on voit la lettre que vous écrivez à Georges et les menaces que vous proférez à son égard. j'avais très peur quand même à cette époque-là, hein, qu'il me retrouve. Hein. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des filles qui n'ont pas de Mac à Paris? Non, enfin, tout dépend les réseaux. Ces femmes étrangères, ces femmes qui arrivent de n'importe où, si certains, que ce soit des Chinoises, des Bulgares, des Russes. elles viennent pas là comme ça par hasard. Hein, donc elles ont sûrement, elles sont dans les hôtels, elles ont sûrement quelqu'un derrière qui les oblige à faire ça, malheureusement. Évidemment, ce que j'ai envie de vous demander, parce que vous avez une expérience des hommes quasi unique, hein, 45 ans de prostitution rue Saint-Denis, vous en savez long sur l'homme. Qu'est-ce que vous diriez des hommes, en général? Qu'est-ce que je dirais des hommes? Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur les hommes. Je pense qu'en fin de compte, c'est des enfants, les hommes, hein, bien souvent. Hein, pas tous, hein, mais ils sont pour la plupart imbus de leur personne. C'est encore le macho. On est encore dans l'époque où c'est le macho. Hein, la femme est là pour obéir. La femme un homme, je vais vous dire comme vous avez peut-être déjà entendu dire, il pense, il a le cerveau en dessous de la ceinture. Hein, voilà, c'est un peu ça. Dès l'instant qu'il voit un beau cul, tout de suite, il a envie. Hein, et ça n'a pas changé en 45 ans? Ça a pas, je pense pas que c'est changé en 45 ans. Maintenant, je vous dis, il y a beaucoup de... La plupart, c'était des hommes mariés quand même, hein, qui viennent nous voir. C'est rigolo parce que vous venez de passer du passé au présent.
Vous avez du mal encore? Oui. Votre dernière passe, c'était quand? C'était il y a 3 ans. Ouais. C'était il y a 3 ans, le 29 avril. Vous avez de la tendresse pour beaucoup d'entre eux? Oui, oui. Oui, parce que pour moi, ils étaient touchants. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était des enfants qui. Je pense qu'ils avaient envie de se soulager, ils avaient envie de parler, ils savent qu'avec nous, ils peuvent tout dire, sans que ça ne sorte de la pièce. De la pièce. Plus qu'à un curé, presque. Pratiquement, oui. Pratiquement. Ils ont envie aussi, certains ont envie aussi de se, comment je pourrais dire, quand ils n'ont pas d'érection, comment ça se fait, qu'est-ce qui m'arrive, et qu'est-ce que t'en penses, et ils ont envie de se rassurer, ils ont envie qu'on les rassure. Et vous voilà sexologue à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé votre amour? J'ai trouvé mon amour? Non. Il y a eu, hein? J'ai pas tout raconté. Oui, J'en profite d'ailleurs pour le dire. Non, j'ai pas trouvé. Il y a eu plein de tentatives dans votre vie. J'ai pas trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Je crois que les seuls amours que j'ai, c'est mes 2 fils. Ouais. Est-ce que vous désespérez? Non. D'en trouver un? Ah, j'en veux pas, hein. Ah, maintenant c'est fini? Ah non, c'est terminé. Maintenant, c'est bon, hein. Ouais. J'ai donné. La révélation de votre métier à vos enfants, alors c'est une scène évidemment assez bouleversante. Ils s'en doutaient tous les deux. Oui, ils s'en doutaient tous les deux. Mais c'est vrai que... C'est-à-dire que je ne leur ai pas dit jusqu'à cet âge-là, parce que je pensais vraiment à 30 ans pouvoir arrêter. Ouais. Comme j'ai fait, j'ai voulu arrêter. Vous avez arrêté, vous êtes reparti voilà, au bout de 2 ans. Et j'étais obligée de repartir. Bon, après, il fallait bien que je finisse par leur dire... Hein. J'attendais, je reculais. Et c'est mon fils lui-même qui est venu me dire, qui m'a mis au pied du mur en me disant, bon, maman, maintenant, dis-moi ce que tu fais. Mais même le petit Julien qui avait 15 ans à l'époque... Ah lui, il s'en doutait. Lui. Il m'a dit, de toute façon, je m'en doute, maman. Il s'en doutait pourquoi? Je sais pas. Mais parce que vous parliez pas de ce fameux autre métier. Voilà, c'est ça, ton métier. Et puis il m'avait vu aussi travailler le samedi, le dimanche. Ouais. Donc, ça lui paraissait un peu bizarre, tout ça. Donc, j'ai jamais voulu l'emmener où je travaillais. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il y avait des trous dans la raquette. Oui, voilà. Après cette révélation ou cet aveu, vous en avez reparlé avec eux, où le sujet a été mis? Alors, j'étais pendant quelques mois, 3-4 mois, où j'osais plus regarder des films un peu... Ah, parce que vous en regardiez? Un peu, voilà, oui, pornographique. À la télé. J'osais plus trop regarder mon fils. Je me sentais quand même un peu gênée. Et mon fils s'en est aperçu, et un jour il m'a dit, écoute maman, il faut qu'on parle, tu arrêtes de te culpabiliser, parce que je te vois que t'es pas à l'aise. Moi, je veux que tu restes comme t'étais avant, que tu sois complètement à l'aise. On en a discuté, je t'ai dit ce que j'en pensais, maintenant c'est idée, on tourne la page. Il y a une dernière chose que je voudrais vous dire, Marie, pour clore cette interview, peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Ce livre, vous l'avez écrit vous-même? Ah, tout à fait. Il y a un bon moment d'ailleurs. Oh, il y a 15 ans. Combien d'éditeurs vous ont refusé de le publier? Oh, je sais pas, parce que j'ai dû en envoyer à je sais pas combien d'éditeurs. Eh ben, ils sont passés à côté d'un très beau livre. Je vais vous dire une chose, c'est formidablement bien écrit. Merci. Vous écrivez bien. Vous êtes passé peut-être à côté d'une carrière d'écrivaine, je vous le dis franchement. Vous devriez faire un petit tome de plus. sur une partie. Peut-être aller parler des hommes un peu plus en détail. Peut-être, pourquoi pas. J'ai le temps, je suis à la retraite. Hein. Vous étiez bonne en rédaction? Oui. À l'école? Pas en géographie, mais en rédaction, oui. Merci infiniment, Marie. C'est moi qui vous remercie. Que celle qui n'a jamais fait l'amour pour de l'argent lève le doigt. Signé Marie Brunel aux éditions Céramis. Je vous le dis pas souvent, mais ce livre-là, achetez-le et lisez-le, vous ne le regretterez pas. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.